Je vais essayer d'élargir un tout petit peu le sujet de la prise du pouls pour avoir une réflexion sur ce temps très particulier de l'examen en médecine chinoise, qu'on va réfléchir ensemble un petit peu à ce fameux pouls. Mais avant de parler du pouls, on va élargir la question. J'aimerais vous demander à quoi on reconnaît un médecin, selon vous. Qu'est-ce qui fait que vous pensez avoir affaire à un médecin, voire à un bon médecin? C'est quoi les critères? Comme ça. L'examen clinique, c'est-à-dire il y a certains gestes, effectivement. Alors l'écoute, ça fait partie, mais j'allais dire, votre belle-sœur aussi, elle peut être médecin à ce moment-là, ça ne suffit pas. On est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose de spécifique au médecin. Donc l'examen clinique, c'est-à-dire qu'il y a des gestes spécifiques au médecin. D'accord ? Il va palper, il va faire certaines choses. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? Il y a forcément un échange, je veux dire un discours. On est bien d'accord. Ce que je veux dire, qu'est-ce qui est caractéristique, disons, ou alors qu'est-ce qui va être caractéristique dans le discours, effectivement, qui vous fait dire que c'est un médecin ? Il nous dirige, je veux dire, peut-être sur une émotion, des choses comme ça. Ok, mais un psychanalyste aussi. Ça reste un... Non, moi je vous parle d'un médecin. L'examen. Je vous parle d'un médecin qui peut prendre en charge n'importe quelle pathologie, un praticien de première intention. C'est-à-dire vous ne savez pas encore ce que vous avez ni pourquoi, vous allez voir, au départ un médecin. On n'est pas en train de partir dans une spécialité pour l'instant. Il examine. Donc il examine au moyen d'outils. C'est-à-dire qu'il y a des outils et des instruments qui vous font dire que ce type est médecin. Il utilise, il interprète certains outils, certains instruments, et vous dites donc, il a l'air de connaître son affaire. D'accord ? Donc il y a des gestes, il y a des outils. Qu'est-ce qu'il y aurait encore ? Une feuille de soin. Ouais, une feuille de soin. Disons, je vais revenir sur ce que tu disais. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un certain langage. Le médecin a un langage que généralement d'ailleurs seuls ses pairs comprennent. On a l'impression que c'est fait pour que le patient ne comprenne pas toujours. Hein. Un langage propre à ce médecin. Une terminologie. Hein. Une façon d'exprimer les choses qui n'est pas forcément, voilà, qui est un peu absconse pour le néophyte et qui va être quand même, qui va faire dire, ah bah lui il est médecin. Vu la façon dont il dit les choses, puis encore quelque chose qui peut être, je dirais, de l'ordre de l'habit qui ferait le moine, il y a la tenue. Hein? C'est-à-dire que, évidemment, à quoi reconnaît-on un médecin? Alors, vous voyez, ça c'est... parce que là, pour l'instant, je vous ai posé la question, mais je ne vous ai pas parlé de quel médecin? Parce que là, dans votre tête, pour l'instant, il n'y avait qu'une médecine. D'accord? Donc, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais j'allais dire, dans chaque civilisation, dans chaque société, on va reconnaître le médecin à une tenue, à des outils, à des paroles, hein, à des gestes, un langage, qui vont être spécifiques à cette médecine ou à cette ethnomédecine, qu'elle soit autochtone, traditionnelle, moderne. Il va y avoir en fait quelque chose de commun qui fait dire, lui, c'est un homme médecine. D'accord ? Et c'est important dans l'esprit de celui qui reçoit le traitement, puisqu'il y a un élément de confiance derrière, de dire, lui, il est spécialiste, donc je vais pouvoir m'appuyer sur ce qu'il dit. Vous voyez ? Celui-là aussi, est-ce que c'est un vrai docteur ? En tout cas, il a les gestes, il a l'air de comprendre, il a l'outil, il a la stature. Hein ? Bon, vous connaissez l'histoire de ce docteur Knock, donc je ne vais pas étaler. Mais voilà, c'est-à-dire que pour les patients, c'est un vrai médecin. Donc, parce qu'il a tous les éléments qui me font penser qu'il est médecin. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Hein ? C'est de l'apparence, mais c'est super important. Maintenant, effectivement, ces outils qui permettent de regarder à l'intérieur, hein, à travers le corps, exercent une certaine fascination pour celui qui ne connaît pas.
Le médecin, c'est celui qui est capable de voir à travers vous. Que ce soit sur le plan psychique, que ce soit sur le plan physique, c'est quelqu'un qui voit à travers. Donc, dans la médecine moderne, on voit à travers grâce à des outils plus ou moins invasifs, hein, de l'imagerie médicale, des analyses des substances du corps, analyse sanguine, analyse d'urine, etc., qui nous permettent de dire voilà ce qui se passe dedans. Donc ça, c'est une capacité, disons, magique, si on peut dire, que n'ont pas tout, que n'a pas tout le monde, et qui exerce une certaine fascination, ces outils. En Occident, il suffit d'avoir certains outils pour passer pour un médecin. Vous avez un médecin célèbre ici? What else? Hein? C'est-à-dire en Occident, le stéthoscope et le tensiomètre, hein, j'allais dire c'est les deux mamelles de la médecine occidentale, c'est-à-dire que ce sont deux symboles. Vous avez des étudiants en médecine qui laissent négligemment traîner le stéthoscope à l'arrière de leur voiture pour draguer les infirmières. Hein. C'est-à-dire, voilà, j'ai le symbole de celui qui est en train d'apprendre un savoir magique. Hein. Le stéthoscope, j'entends à l'intérieur du corps ce que les autres n'entendent pas. Hein. Pareil pour le tensiomètre. C'est-à-dire que ce sont aussi de la part du patient des éléments de reconnaissance. Le patient s'attend à ce que le médecin écoute, ausculte et prenne l'attention. Et dans l'esprit des médecins, ça c'était un peu avant déjà. S'il n'y avait pas ces deux gestes, il n'y avait pas acte médical. Hein? Le patient à qui on n'aurait pas pris l'attention, il dira mais il ne m'a pas pris l'attention, il n'a pas écouté. Hein? Et donc on ne se sentait pas compris, écouté, ausculté. De nos jours, ça a un peu changé. Vous avez remarqué, on voit de moins en moins de stéthos chez les médecins. Pourquoi? Parce qu'effectivement, enfin, ils le gardent toujours parce que c'est un symbole, mais parce que maintenant, c'est les batteries d'examen. C'est-à-dire que maintenant, c'est les laboratoires qui prennent le relais avec des examens plus poussés, et le médecin ne prend plus le risque de faire lui-même le travail d'auscultation, d'inspection. C'est l'imagerie médicale qui parlera, ce sont les analyses qui parleront. Mais effectivement, c'était un protocole, c'était un protocole, on peut dire encore c'est un protocole pour le médecin généraliste quand même souvent, que de faire respirer un petit peu. Si vous faites, je sais pas moi, un examen de médecine du sport ou n'importe quoi, voilà, on va vous prendre l'attention, c'est le truc de base. Mais c'est à tel point que des fois le protocole devient, je dirais, pur rituel, sans réelle correspondance avec le besoin du patient. Je me rappelle par exemple d'une fois, j'étais en Ardèche en moto, et je me suis pris une petite escarbille dans l'œil, je me suis arrêté au premier village, et j'ai cherché un cabinet médical, parce que je ne pouvais plus rouler, j'avais un truc dans l'œil, et il y avait donc un médecin, à l'époque ils avaient encore un peu de temps libre, surtout dans des coins comme ça, c'était pas trop surchargé, et le type me prend, et je lui dis, voilà, j'étais en moto, je me suis pris un truc dans l'œil, et le gars il dit, ok, installez-vous, et il me fait respirer, il dit, allez-y, toussez, machin, je dis, oui, d'accord, et puis après il me prend l'attention, je dis, ouais, non mais, vous pourriez pas, et après il s'occupait de mon œil. Mais s'il n'avait pas fait ça, c'était pas un médecin. De la même façon que certains médecins, j'ai des patients médecins aujourd'hui qui me disent, si je ne fais pas ce geste, ou si je ne prescris pas à la sortie au patient un médicament, j'ai l'impression de ne pas avoir fait mon métier. Il y a comme ça des automatismes, mais qui sont coupés de toute logique, qui sont simplement des automatismes. Bon, on ne reviendra pas sur le fait que la prescription, on ne va pas revenir sur l'influence des laboratoires sur les formations médicales, mais vous imaginez. Nous, praticiens d'autres médecines, tradipraticiens, voire ethnomédecins, comme j'utilise parfois le terme, en tout cas je l'utilise à titre personnel, quels sont les éléments de reconnaissance? Quels sont nos éléments qui font dire à un patient, lui, il fait de la médecine chinoise? Est-ce qu'on en a? Avons-nous une tenue? Avons-nous des gestes? Avons-nous un langage? Des outils permettant aux patients de dire c'est de la médecine chinoise, ouais. Alors les outils, ça c'est les outils thérapeutiques.
Mais avant même l'aspect thérapeutique, voilà, le problème c'est que nous on fait le diagnostic avec nous. C'est-à-dire que quels symboles de reconnaissance vont nous définir? Bah, il peut y avoir éventuellement la tenue, mais voilà, depuis 3000 ans, l'appareil c'est nous. Hein? Donc, sur quel élément, par contre, à l'intérieur de tout ça, le patient va-t-il placer éventuellement sa reconnaissance ou sa confiance? On va se mettre en kimono au lieu de se mettre en blouse blanche? Pas sûr que ça fasse si sérieux que ça. Hein? On va utiliser des termes chinois abondamment pour montrer qu'on fait de la médecine chinoise? Ça sera étaler son savoir, mais ça c'est pas dit que ça va être parlant pour le patient, parce que ça peut être du diafoirus aussi. On va mettre de la déco avec des bambous partout, de l'encens pour dire c'est chinois. Ça sera exotique, certes. Est-ce que ce sera médical? Pas sûr. D'accord? Qu'est-ce qui nous reste? Vu que l'habit ne fait pas le moine, si on ne veut pas s'envelopper d'un certain nombre de choses pour dire je fais de la médecine chinoise, il reste le geste. À la rigueur le langage, mais il devra être traduit dans le langage du patient, c'est pas à lui d'apprendre le vôtre. On a des patients comme ça, vous avez remarqué, qui viennent, qui vous parlent un langage importé, qui n'est pas le leur. Ce sont des fidèles perroquets, ils disent j'ai mon taux de prothrombine, machin, mon TSH, comme s'ils étaient médecins. Donc, ils répètent le truc en pensant que ça va nous parler, on dit oh, attends, moi c'est du chinois. D'accord? Non. Ou le psychanalyste, le patient est obligé au bout de 15 ans d'apprendre le langage de la psychanalyse pour exprimer son problème. En fait, il a appris la psychanalyse en 15 ans. Mais non, il va falloir exprimer les choses pour le patient. Donc c'est le geste médical qui va nous distinguer, parce qu'on n'a pas d'appareil. Et quel est le geste le plus représentatif de la médecine chinoise en matière d'examen, de diagnostic? Je dis bien le plus représentatif, quelque part le plus original, c'est la prise du pouls. Hein? On pourrait dire c'est l'examen de la langue, mais le médecin de ma grand-mère aussi faisait tirer la langue. Je veux dire, il y a beaucoup de médecine où on tire la langue et puis on essaye d'interpréter, ou même peut-être certains médecins encore aujourd'hui éventuellement feraient un peu tirer la langue, je ne sais pas, voir s'il y a une candidose qui traîne, mais c'est tout. Donc effectivement, c'est la prise du pouls qui est notre, disons, moyen personnel de voir ce qui se passe à l'intérieur, le plus important. Je ne dis pas que c'est le seul, mais je dis le plus représentatif pour le patient. Hein. C'est à la fois notre tensiomètre, notre stéthoscope, notre Doppler, notre scanner, vous voyez, enfin on va essayer tactilement de ressentir un certain nombre de choses qui viennent confirmer l'idée qu'on se fait du cas. Donc effectivement, notre diagnostic est sensoriel. Là, c'est Tibet. Hein? C'est-à-dire que lire et interpréter, ce qui sont deux temps différents, je vais y revenir, le pouls, c'est l'apanage de notre profession, notre activité. Tout comme lire et interpréter une radio ou un examen de sang est l'apanage du médecin. Des fois, il y a des patients qui viennent, ils amènent leurs examens en disant « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ben, il y a des jolis chiffres, mais ce n'est pas avec ça que nous, on fait un diagnostic. D'autant plus qu'il y a des gens qui n'ont pas de symptômes, les examens disent qu'il y a un problème, il y en a, ils ont un problème, les examens disent tout va bien, donc on soigne les examens ou les gens. Hein. Donc ce n'est pas notre approche. Et ça, c'est très important d'être clair dans l'activité qu'on a. Si on commence à partir des examens occidentaux pour faire la médecine chinoise, ça s'appelle de la cafouillothérapie et on ne sait plus où on va. Donc non, notre diagnostic est sensoriel et la prise du pouls, alors attention, la prise du pouls n'est pas l'apanage de la médecine traditionnelle chinoise seule. C'est-à-dire que d'autres médecines asiatiques, notamment, prennent le pouls. Hein. C'est une méthode extrêmement ancienne, universelle. Vous voyez là par exemple, d'ailleurs, enfin bon, il prend le pouls un peu plus loin qu'on ne le fait d'habitude. Hein. Mais voilà, je veux dire, il y a pas mal de médecines sur la planète qui utilisent aussi cette technique, mais généralement on est quand même dans des origines, disons, asiatiques. Hein. Mais ça c'est pour dire encore aujourd'hui, mais chez nous on avait aussi la prise du pouls. La médecine d'Hippocrate, Hippocrate prenait le pouls.
dans notre tradition, qu'on a perdue, il y avait effectivement, chez les Grecs, il y avait déjà la prise du pouls du patient. Mais avec le temps, et je dirais qu'il se passe un peu la même chose peut-être avec la médecine chinoise, avec le temps on s'est amusé de cette prise du pouls qui était très subjective. Hein. Molière s'en est bien amusé. Hein. Malade imaginaire, médecin malgré lui, c'est Diafoirus, c'est-à-dire que le pouls fourmillant, ondoyant, etc. Chacun y va de sa poésie. Très bien, c'est joli la poésie. Mais j'allais dire, le problème, c'est que on va avoir un langage abscon, un peu comme les examens. On va donner des noms de pouls que les patients, ça leur dit rien. Mais ça va pouvoir cacher soit des connaissances, soit des ignorances. Et au-delà de l'information fournie, la prise du pouls, pour le patient, reste ce marqueur, cette marque d'écoute, de reconnaissance, hein, d'attention que l'on porte, parce que au moment où on prend le pouls, on est branché sur le patient. À ce moment-là, il se dit, je me sens écouté, je me sens entendu, tout comme quand on met le stéthoscope. C'est-à-dire, là, il est là, avec moi, pour moi, sur moi, enfin voilà. C'est un temps qui est important de connexion avec le patient. Même si on n'en tirait rien, il attend, on attend ça de la médecine chinoise, qu'il y ait une écoute, une tentative, sera-t-elle fructueuse ou pas, mais une tentative d'écoute et de compréhension de ce sonar qui vient du fond du corps. En différents endroits du globe, on fait des missions humanitaires, donc on a pu constater que tous les patients, là c'est des moines tibétains, portent attention et respect au moment où le praticien prend le pouls. C'est un temps, voilà, on se pose, et puis on sait qu'on est écouté. Ça c'est en Inde du Nord, ça c'est au Bénin par exemple. C'est-à-dire que voilà, les patients, quel que soit le pays, il y a une reconnaissance du fait que la prise du pouls est un élément déterminant du diagnostic. Et c'est une pratique qui, comme je le disais, nous rattache quelque part, même chez les patients ici aujourd'hui, nous rattache à la médecine d'antan. Les médecins d'antan prenaient le pouls, faisaient tirer la langue. Ils n'en tiraient pas les mêmes informations que les Chinois, mais il y avait quand même, bien sûr, d'ailleurs ça se fait encore, hein, parce que quand vous prenez un tensiomètre, enfin quand vous allez à l'hôpital, il y a aussi la vitesse, il y a la pression, il y a des paramètres du pouls qui sont toujours pris et qui ont une signification. Ce n'est pas la même que celle qu'on utilise en médecine chinoise, mais ça nous rattache quand même à la médecine, d'une façon générale. Maintenant, il faut être conscient, justement, à travers les âges, à travers les pays, qu'il existe de multiples façons de prendre le pouls. Il n'y a pas une seule façon. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, là, vous voyez, ce médecin, qui pourtant est chinois, mais lui, il prend le pouls avec la main opposée. Il y en a d'autres qui, au lieu de mettre l'index sur le tsun, mettent l'annulaire, du coup. Donc, ça veut dire que s'ils prennent toujours le pouls de la même façon, ils finiront par apprendre à lire comme ça, comme on écrit de la main gauche au lieu de la main droite. Mais il ne faut pas changer sans arrêt de façon de prendre le pouls, sinon les capteurs, ils ne captent plus rien. Donc, quelle que soit la façon de le prendre, il faut en adopter une qui puisse finir par nous parler. Mais il y a de nombreuses façons de prendre le pouls, mais il y a encore d'autres façons de l'interpréter. C'est-à-dire qu'il faut d'abord lire la même chose, mais il faut encore interpréter de la même façon ce que l'on a lu. Et c'est encore un autre étage. J'ai rencontré il y a quelques années le médecin du roi du Mustang. Mustang, c'est un petit pays qui se trouve en Himalaya. Et il venait faire une conférence. Après, on a discuté, on s'est amusé à prendre les pouls ensemble. Et en fait, il prend le pouls de façon très différente de la médecine chinoise. C'est de la médecine tibétaine, c'est encore différent. Il ne plaçait pas les doigts de la même façon. Il n'interprétait pas au poste les mêmes choses. Mais sa médecine a sa cohérence propre, sa cohérence interne. Donc, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, même à l'intérieur de la médecine chinoise, la France est déjà divisée en deux camps, pour parler de la France, entre les tenants de Wang Shuho et les tenants de Li Shijian. C'est-à-dire, il y a ceux qui sont branchés 5 éléments,
et qui vont prendre le pouls en interprétant à partir des 5 éléments, puis ceux qui sont branchés yin-yang, 3 foyers, pakang et tout ça, qui vont prendre le pouls façon Li Shichen, et c'est 2 interprétations différentes, même s'ils ont capté la même chose sous les doigts, ils n'interprètent pas pareil. Donc il y a un choix d'interprétation. Donc, mais ce choix, on ne va pas le discuter ici, il est secondaire. Tant, parce que le médecin du roi du Mustang, c'est pas parce qu'il n'interprète pas le pouls de la même façon que je vais dire ta médecine, elle vaut rien. Non, elle a sa cohérence propre dans le système conceptuel qui a été fabriqué à cet endroit-là. Hein? Donc, l'interprétation reste secondaire tant que demeure une cohérence interne, hein, qui relie la réflexion, la pratique, et tant qu'il y a, je dirais, un protocole identique de prise qui permet de se dire qu'il y a une fiabilité d'une prise à l'autre, et d'un praticien à l'autre, dans la même médecine. Est-ce qu'on se comprend? Donc, côté patient, effectivement, pour avoir confiance dans la prise de pouls, il y a besoin d'un protocole d'auscultation et de palpation qui soit identique. C'est-à-dire que dans une forme, de la même façon que le médecin, on s'attend qu'il mette le brassard au même endroit et qu'il prenne la tension de la même façon, hein, s'il commence à poser le stéthoscope sur la cuisse en disant respirez, vous allez dire attends. Hein, d'accord? Donc si vous allez chez un praticien de médecine chinoise qui vous prend le pouls d'une façon, puis vous allez chez un autre qui le prend d'une autre façon et tout, subconsciemment vous allez dire mais ça serait étonnant qu'ils entendent la même chose, quoi. Donc théoriquement il faudrait avoir, quand on dit qu'on fait la même médecine, un protocole de base identique. C'est ce qui rassure les patients vis-à-vis des médecins. Mais c'est pas dit que tous, ne serait-ce que sur le plan technique, on ait exactement la même façon de travailler. Et indépendamment de nos choix personnels, de nos goûts, il faudrait qu'il y ait cette cohésion de base pour avoir des chances d'échanger sur ce qu'on a perçu. Après, on peut causer de l'interprétation. Mais vis-à-vis du patient, au moins qu'il ait l'impression d'avoir affaire à la même médecine. Vous voyez? Ça, c'est déjà pas évident. Hein? Et vu la finesse de la technique, la prise de pouls, c'est quand même, il faut au bout des doigts sentir un certain nombre de choses. Bah, effectivement, il semble indispensable de prendre le pouls de la même manière si on veut avoir des chances de ressentir la même chose. D'accord? Je veux dire, tous les aveugles lisent le braille avec ces palpeurs-là, il n'y en a pas un qui lit à l'envers. Enfin, donc il y a un minimum, il y a une façon de lire qui doit être plus ou moins commune. Hein? Et effectivement, je prends l'exemple du braille, parce que c'est une question de toucher, le pouls. Nous, on n'a pas hyper développé ce sens. On est cérébraux. Hein. Le côté kinesthésique, bon, bien sûr, il y a des gens qui l'ont, mais c'est quelque chose qui se travaille. Mais voyez, un pianiste, il doit mettre les doigts sur les mêmes touches, même s'il travaille les yeux fermés, s'il veut avoir la même note. Hein. Un guitariste, il va devoir placer les doigts sur les mêmes barres, à la même distance, s'il veut avoir le même accord. Le violoniste encore plus parce que lui il n'y a pas de barre, il est obligé d'y aller au feeling et c'est pareil, ici il n'y a pas de barre. D'accord? Donc il y a un art de la prise de pouls qui est de savoir placer les doigts comme il faut déjà. Après, je parlais des aveugles, eux le toucher ils savent ce que c'est. Hein? Mais quand un aveugle lit un livre en braille, bah, quand plusieurs aveugles lisent un livre en braille, ils lisent le même livre. D'accord? Quand plusieurs musiciens jouent une partition, ils jouent le même morceau. C'est pas chacun lit ce qu'il veut. C'est pas, ah ben moi je sens ça, ah ben non, moi je sens... Ben non, on est censé sentir la même chose à la base. D'accord? Sinon, là est la médecine. Quand on pose les doigts de la même façon sur des patients, on devrait lire la même chose. Dans ce cas-là, il y a une fiabilité. De la même façon que si on tire la langue, on doit tous dire bah oui, c'est rouge, c'est pâle. Enfin, il y a une base, quoi. Hein? Je peux poser une question? Oui. Il y a cette question d'interaction entre le praticien et le patient qui fait que le pouls peut se modifier de base. Oui, mais ça fait partie de la connaissance du pouls. On sait qu'il y a des paramètres de modification et qu'il y a des conditions de prise du pouls pour éviter les éléments parasites.
c'est pareil pour d'autres temps d'examen dans d'autres médecines. Donc on ne dit pas que c'est un temps simple et fiable totalement, bien sûr, mais si tu veux, le pouls, le docteur Leong, mon vieux prof, il disait que souvent on croit que le pouls change alors que c'est nous qui changeons. Donc, oui, il y a des paramètres qui bougent. Le patient qui arrive tout essoufflé, tout énervé, puis après il se pose, bon forcément le pouls il va changer certains paramètres. Mais si il arrive déjà relativement calme, et puis qu'on le met sur la table et que le pouls intervient en fin d'examen en général, ben on est sur le calme et normalement, au contraire, il y a des patients à l'inverse, dans la chronicité, qui viennent en disant bah, je vais mieux, et moi je prends le pouls, puis je dis bah ouais, mais on va continuer le traitement. Parce que la boussole, elle dit il faut garder le cap parce que sinon ça va redévier. Le pouls est très fiable. Il y a des paramètres qui sont très mobiles, tu as raison, puis il y en a d'autres qui sont sur lesquels on peut s'appuyer. Parce que les gens, ils ont la même tronche, ils ont le même pouls. Enfin, il y a des choses qui restent quand même basiques. Hein? Donc, je disais qu'on doit lire le même livre. Ça veut dire que c'est une médecine. Maintenant, on a le droit d'interpréter la partition différemment. On peut jouer les 4 saisons de façon très différente, mais c'est toujours les 4 saisons. L'auditeur les reconnaît. Ça, c'est l'art. Donc c'est un art médical, mais il ne faut pas oublier le côté médecine, parce que des fois, le côté artistique, il est flamboyant, mais la médecine, elle n'est plus là du tout. Et là, il y a un problème, ça devient une cacophonie, et non pas une symphonie. Donc effectivement, il faut se mettre d'accord, hein, sans trop de mauvais jeu de mots, pour reconnaître l'œuvre. L'œuvre, c'est le patient qu'on a en face de nous. Hein, et ce n'est pas à nous de partir sur un délire à partir de l'interprétation du pouls en oubliant le patient au passage. Donc, il y a 3 étapes. Pour être d'accord, il faut faire des gammes. C'est comme en musique. Et souvent, il y a des gens, ils veulent tout de suite faire de l'impro, ils n'ont pas fait leur gamme, parce qu'on est des gens pressés. Sauf qu'on voit des Chinois qui ont mis des années, ils ne sont toujours pas sûrs. Et on comprend pourquoi ils ne sont pas sûrs, parce que ce n'est pas simple. On est toujours étudiant. Mais il y a des gens qui vont élaborer des choses, mais en fait, quand on regarde, ils ne prennent déjà pas le pouls au même endroit les uns les autres. Comment s'étonner qu'ils n'en tirent pas les mêmes conclusions? Donc il y a 3 étapes essentielles, 3 étapes distinctes pour se mettre d'accord. D'abord, évidemment, sur les barres, il faut placer les doigts au bon endroit. Hein? Si vous prenez le pouls sur un basketteur américain ou sur un bébé, évidemment, si vous placez toujours vos doigts de la même façon, vous n'avez pas le même manche, quoi. Donc ça ne va pas le faire. Et on voit des praticiens, ils prennent toujours le pouls de la même façon, quelle que soit la taille du bras du patient. Pas tout à fait correct. Si vous faites du ukulélé ou de la basse, il va falloir jouer avec l'écartement. Sinon, vous ne serez pas à la bonne place. Donc le tson, le quan et le che, déjà, il faut bien les repérer. Donc si vous avez une prise de pouls, vous tenez toujours les doigts pareils, déjà, vous ne serez pas forcément à la bonne place. Pareil pour les niveaux de pression. Il y a des gens, ils posent les doigts, ils disent le pouls, il est comme ci, comme ça. Non, il y a 3 niveaux normalement. Hein, on pose, on va au fond, comme un tensiomètre, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le courant, on remonte, et là on sait où est le courant le plus puissant. Et c'est là qu'on se cale pour percevoir les autres paramètres du pouls. Donc, et ça c'est pareil, en tant que patient, vous allez avoir 10 praticiens, il y en a, ils vous écrabouillent le doigt, le bras, les autres, ils vous effleurent à peine, et ils vont discuter 1 heure sur le fait qu'ils ne trouvent pas le même pouls. C'est normal, ils ne sont pas allés pêcher à la même profondeur. Donc c'est pas par hasard que la première étape, c'est de régler les postes, et la deuxième étape, c'est d'appuyer, si possible déjà les 3 doigts avec la même pression, ce qui n'est pas toujours évident, pour, ça s'appelle poser, appuyer, chercher, c'est-à-dire pour vérifier où est le pouls le plus, parce que c'est pas parce que vous le sentez en surface, il est peut-être 3 fois plus fort en profondeur. Donc c'est pas parce que je le sens dès la superficie que c'est un pouls superficiel. D'accord? Donc tant qu'on n'a pas été voir de la surface au fond où était le courant et où sont les poissons, on ne peut pas dire où il faut pêcher. Ok? Et puis 3e paramètre, comme je vous disais, qui n'est pas évident, enfin 2e, pardon, le premier c'était mettre les doigts au bon endroit à la bonne pression, ça c'est un paramètre quelque part, purement tactile. Hein. 2e paramètre important, décrire de façon identique ce que l'on perçoit. Parce que ok, je ressens quelque chose là. Moi, je vais dire c'est un pouls, je sais pas moi, tendu, ou glissant, ou fin, ou rugueux. Mais l'autre, il va l'exprimer autrement. Peut-être qu'il a perçu la même chose, mais il n'utilise juste pas le même mot.
Ou encore, il n'a pas une convention mentale suffisamment claire, et parce que le pouls est rapide, il va dire il est fort. Alors que rapide c'est un paramètre, fort c'est un autre. Un pouls peut être rapide et faible, fort et lent. Donc, isoler les paramètres, les critères, pression, largeur, etc., etc., convention mentale, c'est-à-dire de séparer les paramètres pour être clair sur le sens qu'on donne au pouls, et ne pas prendre un paramètre pour un autre. Donc, décrire de manière identique ce que l'on a perçu. Même si on a perçu la même chose, des fois les gens, ils l'expriment pas de la même façon, et déjà ça crée aussi une différence. Et évidemment, troisième paramètre, si c'est possible, donner la même signification au signe que l'on a perçu. Mais là, il n'est pas étonnant qu'on puisse avoir encore des possibilités de différence, parce que ça nous relie à tous les autres temps de l'examen, au diagnostic lui-même, et voilà, on peut en discuter. Mais au moins, avoir capté la même chose. Hein? Donc, l'interprétation, comme son nom l'indique, elle est naturellement sujette à variante. Donc, vous pouvez avoir plein de praticiens qui vous disent « voilà mon interprétation du pouls », tout comme on peut dire « voilà mon interprétation de l'acupuncture ou de la médecine chinoise ». Mais ça reste égotique, c'est mon interprétation. Mais cette interprétation, forcément, elle est affaire d'expérience, elle est affaire de niveau de lecture, donc on peut comprendre qu'elle varie. Mais la technique et la description, par rapport au patient, elles se devraient d'être identiques pour pouvoir avancer dans une médecine donnée. Ouais. Donc je vous dis, il y a des praticiens qui vont trouver normal de ne pas trouver le même pouls. Ils vont dire « ah oui, toi tu le trouves comme ça, moi je le trouve comme ça hein ». Même, il y en a qui vont dire, tiens, au deuxième niveau, il est comme ça, au troisième, à ce poste. Ils vont trouver des trucs super détaillés. Seulement quand vous leur demandez, mais il est chi ou il est plein ou faible ce pouls, globalement? Ils ne sont déjà pas d'accord. C'est-à-dire, par exemple, là, tous ensemble, on va dire, moi je vais dire, on est des blancs. D'accord? En gros, on est des blancs. Maintenant, si on prend teint par teint, évidemment, on rentre dans le détail, on va trouver des différences. Alors, il y a des gens qui vont dire « ah oui, toi tu as un peu de rouge, toi tu as un peu de jaune, de blanc, de machin, de trucs, de vert, très bien, à tel endroit. » Mais est-ce qu'on est d'accord déjà pour dire ensemble on est des blancs? Eh bien, c'est pas toujours évident. Je parle pour la prise de pouls. Hein? Donc, comment peut-on tomber d'accord sur les détails vu qu'on n'est déjà pas capable de tomber d'accord sur la globalité? Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, c'est, je vous le rappelle, ça qui fait la base de l'examen en médecine chinoise, la reconnaissance du patient. Donc, c'est là que va ressurgir Molière, avec des descriptions et des interprétations qui partent dans beaucoup de sens. C'est là que va disparaître la confiance du patient. Parce que lui il dit ça, l'autre il dit autre chose, bon ben c'est pas fiable. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a une quatrième étape, idéalement, qui va consister à pouvoir expliquer au patient le pouls qu'il a. Un bon médecin, il ne se contente pas de lire une analyse en disant « vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes de la valtaille, vous êtes de la viande, c'est moi qui vous soigne ». Non, c'est ta peau, tu as un pouls comme ça, bah oui, vous avez un pouls rapide, vous avez de la fièvre, bah oui, la chaleur ça accélère, enfin, on peut toujours trouver des petites explications simples. De dire vous avez un pouls fin, bah oui, il n'y a pas beaucoup de sang, les ruisseaux, quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ben voilà, c'est un petit rue qui... On peut donner des petites explications qui font que les gens disent ah oui, ok, ça a du sens, sans parler chinois. Donc, et puis ça veut dire que vous, dans votre tête, si vous êtes capable d'expliquer simplement, sans parler chinois, ça veut dire que vous avez un peu compris ce qui se passe. Vous avez fait une transposition cohérente. Donc, il faut parler dans des termes intelligibles. C'est là où, par exemple, les pakang sont intéressants. C'est-à-dire que bah, si le tableau clinique est majoritairement de type plénitude ou vide, bah, le pouls devrait refléter ça, etc. etc. C'est-à-dire qu'on devrait avoir des grands critères, ne serait-ce que ça à expliquer au patient, déjà ça peut lui parler un petit peu. Parce que tout le monde, un peu comme le docteur Knox si vous voulez, tout le monde peut prendre un air entendu en palpant le pouls du patient. D'accord ? Mais beaucoup plus rares sont ceux qui expliquent. Petite parenthèse, les praticiens qui prennent le pouls tout en parlant au patient, ils ne prennent pas le pouls. C'est pas possible, parce qu'il faut être concentré. Donc déjà, le minimum déjà, c'est d'être silencieux et concentré pour capter ce qui se passe et le noter. On reparle après.
Et parmi ceux qui expliquent aux patients, il y a encore deux catégories. Il y a ce que je pourrais appeler les knock chinois, hein, c'est-à-dire qui vont, je vais dire, utiliser le pouls comme d'autres utiliseraient une boule de cristal, et dire finalement ce qu'ils ont envie de dire, ou confirmer des impressions, ou même par autosuggestion dire le pouls il est comme ça, même s'il n'est pas vraiment comme ça, mais oui il est comme ça quand même, vous voyez ce que je veux dire, donc ça va fausser les choses parce qu'on a envie qu'il soit comme ci ou comme ça. Et puis il y a effectivement, et qui risquent, ou alors qui vont perdre les patients dans les méandres du yin et du yang, en donnant des explications que le patient ne va pas suivre de toute façon. Non, si on essaye d'expliquer, il faut que ça reste simple pour nous et pour le patient. C'est pas compliqué, c'est toujours du yin et du yang. C'est superficiel ou profond, c'est rapide ou lent, c'est fin ou large, etc. etc. Il y a quand même des critères de base qui sont relativement objectifs. Après, il y a des critères tactiles, mais qui s'expliquent très bien. On sait ce que c'est exactement un pouls glissant, un pouls tendu, un pouls... Voilà, on peut l'expliquer. Le docteur Leong, c'est lui. Bon, lui, c'est 15 générations de médecins. J'aime pas la vidéo, ça aurait pris du temps. Tu as dû la voir, Jean-Pierre, cette vidéo où il avait un patient avec un pouls qui s'appelait Près de la fin. Son fils. Une histoire de fils, là. Son fils qui avait eu un problème. Non, alors là, c'était pas son fils, c'était un patient, un autre patient. Mais il prend un pouls d'un patient. Au départ, il était, voilà, il disait, oh, ouais, il n'y a pas trop de problème. Le type faisait un peu d'insomnie, bon. Puis il prend le pouls, puis là, il s'arrête. On avait l'impression que la vidéo était arrêtée parce qu'il ne bouge pas pendant 3 minutes. Et puis hop, il retourne, il va dans ses bouquins, il retourne, et puis il dit, ouais, là il y a un problème, et il dit, ce pouls en chinois s'appelle sur le point de se terminer. Et il dit ça au patient, devant le patient. Hein, et il est dit dans le netching, donc il a été prendre son petit truc, il est dit dans le netching, s'il y a un truc qui a l'air grave pour le médecin, il a le devoir de le dire au patient. Donc c'est pour ça, je ne veux pas vous inquiéter, mais il faut que je vous dise un truc quand même. Après il prend le patient, et en fait il dit, le pouls là, le pouls du foie et le pouls du cœur sont extrêmement faibles. Il n'y a plus qu'un petit peu au rein. De l'autre côté, c'est à peu près normal. Il dit, il y a l'esprit qui va partir. Parce que le sang est le support de l'esprit. Vous savez, c'est une des fonctions du sang en médecine chinoise. Et là, il y a le run. Là, il y a le shen. Et là, je ne sais pas ce que vous avez dans la vie, mais vous avez un problème. Et il y a une partie de vous qui n'a plus envie. Et il dit, ben, il y a des gens, ils font un arrêt cardiaque. Le lendemain, ils disent, ah ben, ils sont morts. Mais du point de vue chinois, c'est peut-être le shen qui est parti, simplement. Et donc le cœur s'est arrêté, parce qu'on a deux cœurs. On a une pompe, mais on a aussi une lampe. Si la lampe s'éteint, la pompe s'arrête. Donc il dit, du coup il s'est mis à faire une psychothérapie, c'est aussi une tradition familiale dans laquelle la psychologie est une branche à part entière de la médecine. En disant, voilà, et du coup il a parlé un peu franco, en disant, bah voilà, enfin il a donné des conseils, sans savoir ce qu'avait le gars, mais il a fait comme les diseuses de Bonaventure, selon comment il réagissait à ce qu'il lui disait, ça l'orientait sur les conseils qu'il donnait, et finalement, voilà, bon, la consultation, mais elle était un peu surréaliste cette consultation pour nous, et effectivement, le type avait déjà une opération du cœur, ça on l'a su après. Enfin, il y avait un problème de ce côté-là. Et il avait des problèmes de famille, machin, bon. Mais, et j'ai trouvé 4 ou 5 fois depuis ce pouls chez certains patients, et ça a été plus fort que moi, j'ai dit aux gens, bah écoutez, je suis désolé, mais il faut que je vous dise quelque chose, ce pouls me dérange. Et effectivement, à chaque fois, il y avait un truc, enfin, j'étais content d'avoir pu discuter avec les gens, parce qu'il y a des gens, on ne sait pas si on les reverra le lendemain. Le pouls, c'est du sang. Le sang, c'est l'étage du bas, c'est le qing dans les 3 trésors. D'accord? C'est de la matière. Donc déjà, le pouls peut traduire un problème purement organique. Mais ce sang, il est circulant dans les vaisseaux, il ne doit jamais s'interrompre, jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a du qi dedans. Donc en lisant le pouls, on lit aussi le qi. Donc on lit le 2e étage, qing, qi. Et le pouls est le support du shen, de l'activité psychique. Et du coup, bah, effectivement, ou spirituel, et du coup, si la lecture du pouls peut parfois donner des informations de nature qui ne sont pas uniquement physiques ou physiologiques, mais également psycho-affectives ou spirituelles. Mais il faut construire par le bas. Il ne faut pas forcément partir tout de suite dans la boule de cristal. Hein? Donc,
Mais c'est pour dire que le pouls, pourquoi il est si important en médecine chinoise, c'est qu'il peut être le sonar de tout notre être intérieur, sur le plan physique, sur le plan énergétique et sur le plan psychique. Mais il ne faut pas être un obsédé du rez-de-chaussée, du premier ou du deuxième. On ne sait pas à l'avance ce que signifie le pouls. C'est pour ça qu'il intervient à la fin. J'ai fait un diagnostic, le patient a un torticolis, il a un pouls tendu, bon bah il a mal, bah, le pouls il est tendu parce qu'il y a de la douleur. Je ne vais pas partir sur son Rhône, sous prétexte que le pouls tendu est lié au foie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est facile de barrer. Mais il faut rester avec le patient. Une fois que vous avez des bases de médecine, après, comme on dit souvent, enfin Dr Léong disait ça, une fois que vous avez appris à comprendre, vous avez besoin des patients parce que c'est eux vos professeurs. Un professeur à l'école, il vous amène des problèmes. Et la capacité à résoudre des problèmes de plus en plus compliqués développe votre intelligence, votre capacité, votre savoir, votre savoir-faire. Donc en fait, nos profs, c'est nos patients. À condition qu'on ait été formé humblement à essayer de comprendre, toujours comprendre, pas affirmer. Vous voyez la différence? Pas utiliser le patient pour valoriser notre théorie. Hein? Donc, en fait, on n'a pas trop d'une vie pour développer cette capacité à lire, à interpréter, à jouer, à améliorer cet art, hein? Mais avec humilité, avec application. Et pouvoir le combiner avec d'autres. Donc, il ne faut pas rougir des instruments sensibles que la nature nous a donnés, parce que l'être humain reste l'outil le mieux adapté au diagnostic de la pathologie humaine. N'en déplaise à notre médecine qui voudrait qu'on soit des machines, parce que c'est les machines qui posent les diagnostics et que ça les embête qu'on ait un esprit qui vienne fausser les statistiques. Hein? Donc, si on utilise, je le redis, humblement et sérieusement à la fois le pouls, eh ben, n'en déplaise à Molière ou à Knock, ça sera vraiment le symbole d'un savoir, d'une connaissance sérieuse. Et à ce moment-là, on sera reconnu pour ce qu'on fait de façon collective. Mais effectivement, la difficulté, c'est de s'assurer qu'on a fait les gammes, ou qu'on refait toujours les gammes, et il faut toujours remettre sur, vous savez, 100 fois sur le métier son ouvrage, et c'est pour ça que s'il y en a que ça tente, on va faire ça cet après-midi et demain, c'est-à-dire on va juste faire un peu de pratique pour voir comment on fait des gammes communes, parce que tout démarre de là. Et que, voilà, il faut toujours revérifier les classiques avant d'aller loin. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est tout ce que je voulais vous dire sur le pouls, mais... Oui. Un patient qui prend une dizaine de molécules, dont par exemple un bêta-bloquant, oui. Est-ce que ça modifie le pouls? Complètement. C'est-à-dire que le pouls, oui, bonne question. Le pouls, effectivement, de la même façon qu'il peut être modifié par le patient si on le prend au début de séance et en fin de séance parce qu'il y a des paramètres qui bougent, il peut être faussé durablement par le fait qu'il y ait un traitement qui notamment agisse sur le sang ou sur le cœur, forcément. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on est censé se renseigner quand on fait un examen de patient sur quelles sont les médications qu'il prend et quelles sont, mais on finit par le savoir, hein, quelles sont effectivement les conséquences sur un pouls qui peut vous sembler bizarre par rapport au diagnostic que vous aviez posé. Mais dans ce cas-là, vous savez que la boussole est faussée. Donc, l'important c'est de le savoir. Des fois, le pouls est totalement inutilisable. Heureusement qu'il y a d'autres temps de l'examen aussi. Justement, une question là-dessus, Patrick. Ouais. Si le pouls est faussé parce que tu prends des médicaments et que tu poses ton diagnostic en partie sur les pouls, est-ce que ton diagnostic part sur une mauvaise direction parce que justement le pouls est faussé? Non, parce que dans ce cas-là, je sais qu'il est faussé, donc j'en tiens pas compte. C'est-à-dire qu'il y a 4 temps de l'examen, le pouls est un temps qui vient un peu confirmer, quand c'est possible, l'ensemble, c'est un temps important, mais j'allais dire, j'ai pas de stéthoscope, je me démerde avec autre chose. C'est-à-dire que de toute façon, encore une fois, si le patient vient, il s'est fait un tour de rein en soulevant un truc, j'ai pas besoin de lui prendre son pouls de toute façon. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors ça va faire comme mon médecin que je suis allé voir pour mon escarbille dans l'œil.
Tu vois, je vais prendre le pouls, puis après je vais dire vous avez un torticolis, mais c'est pas le pouls qui me l'a dit, je veux dire, c'était déjà ça avant que je le prenne. Donc, si le pouls il me dit un truc que le patient il a en chronique alors qu'il vient pour un truc aigu, de toute façon ça ne servira pas. Donc là encore, faut savoir pourquoi on fait quelque chose. C'est pas parce qu'il y a une certaine systématique à le faire, un protocole, que ça doit être fait de façon mécanique. Et il ne faut pas non plus, parce que c'est une tendance parfois occidentale, de vouloir tout mettre sur un temps. Je ne suis pas en train de vous dire, le pouls c'est super important, et si vous ne pouvez pas prendre le pouls, ben, tout le reste n'est pas possible. Non, non, on dit que c'est un élément de reconnaissance, de confirmation important, mais des fois on fait sans. Parce qu'il y a 4 temps de l'examen, et qu'on peut très bien, sans le pouls, voir à travers la personne et dire, bah lui il a ça, et puis voilà, le pouls, bah, s'il était normal, il dirait pareil, quoi, puis c'est tout. Je suis d'accord, mais un patient qui se fait par exemple une lésion à l'épaule, c'est quelqu'un qui est droitier, il se met à avoir une lésion à l'épaule, ouais. Douleur. C'est important une petite charge. Ouais. Là, d'accord, il s'est fait mal, mais c'est quelque chose d'aigu, ouais. Facilité par du chronique sans doute. Possible. Ce que je veux dire, c'est que il faut traiter le présent et revenir après peut-être au passé. C'est-à-dire que si tu traites la faiblesse alors qu'il s'est démis l'épaule, je veux dire, ça va pas remettre l'épaule en place, tu vois ce que je veux dire. Donc il faut avoir un sens aussi des priorités. Mais le pouls, peut-être, ne va pas te parler de ça. C'est-à-dire, le pouls, il va peut-être dire, tiens, il y a autre chose ailleurs, ou même te dire, bof, bah, il y a un problème de carrosserie, mais le moteur va bien. Donc, il ne faut pas présupposer que le pouls va forcément te parler de la préoccupation du patient, ou de la tienne. Hein? Mais si vous avez un patient qui vient en disant, je suis fatigué, et toi, tu prends le pouls, effectivement, il est faible, bah, tu vas dire, ok, il y a un vide de chi. Je dis n'importe quoi, hein, mais bon. Et puis, il y a l'autre qui dit, ouais, je suis fatigué, tu prends le pouls, il est fort, il est tendu, bah, tu vas dire, il y a un chi bloqué. Comme il est bloqué, il ne circule pas, donc comme il ne circule pas, la personne se sent fatiguée, mais elle est énervée en même temps. Dans le premier cas, tu vas tonifier le chi, dans l'autre, tu vas le détendre. Le pouls, il t'a parlé de la cause, tu vois. Mais, voilà, c'est-à-dire, le pouls, il peut être un complément d'information, bon, il y en aura d'autres dans les 4 temps de l'examen, pour te permettre de nuancer et de ne pas prendre pour argent comptant ce que tu perçois ou ce qu'on te dit. En fait, ce qui est très important en médecine chinoise, c'est évidemment la synthèse de tous ces indices qui permet de faire une enquête. Mais baser ces enquêtes sur un seul indice, c'est pas de la médecine chinoise. Donc, quand un indice est manquant, le témoin principal n'est pas là, bah, c'est dommage, mais on va essayer de se démerder quand même, voilà. Hein? Un greffé, un greffé prend des antirogènes. D'organes ou de... D'accord. Est-ce que, finalement, la prise de pouls va être utile ou pas? Oui. En dehors du fait qu'il prend aussi des antirogènes. Bien sûr. La prise du pouls peut être utile, mais tout dépend. Par exemple, un greffé, pourquoi il vient te voir? Déjà, quel est le motif de consultation? Donc, après, le pouls, il sera peut-être faussé par les traitements qu'il prend, mais si tu prends l'exemple de quelqu'un qui est greffé, par exemple, s'il vient te voir, tu fais de l'acupuncture? J'apprends. D'accord. Bah déjà, mon conseil, c'est tu lui dis d'aller voir ailleurs. Ah oui, 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 bien sûr. D'accord? Parce que généralement, les gens qui ont subi une greffe d'organes, ils sont sous immunosuppresseurs, cyclosporine, anti-rejet. C'est des médicaments qui, pour éviter que le Cheng Qi ou le Wei Qi rejette l'organe, affaiblit le Qi. Pour pas qu'il dégage le truc en disant ça c'est pas à moi, puis t'es mort. Donc, pour que le corps accepte, que le système de défense du corps accepte cet étranger, qui néanmoins le fait vivre quand même, on affaiblit ce système de défense. Donc on artificialise le fonctionnement de la personne. Moralité, puisqu'on lui descend son système immunitaire, il chope des maladies facilement, il est toujours à plat, enfin il a des symptômes. Alors il va venir consulter l'acupuncteur en disant j'ai une faiblesse d'énergie. Si vous, oh bah, pas de problème, les aiguilles c'est fait pour, vous lui retonifiez le chi, pouf, il rejette son organe, il est mort. Donc, les greffes d'organes, en tout cas, pas forcément les greffes d'organes, enfin si, mais ce que je veux dire, toute greffe accompagnée de traitements de ce type est une contre-indication formelle à l'acupuncture. D'accord. En massage, ou pas? En massage, je pense que ça pose moins de problèmes. Ça dépendra peut-être du type de massage après. Hein? En pharma, il y a moins de problèmes, parce que c'est le corps qui décide de ce qu'il en fait. Mais l'acupuncture peut court-circuiter et provoquer une réaction du chi. Donc ça, vous prenez un risque, vraiment, vous prenez un risque, quoi. C'est pas un truc à faire.
Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que, bah, oui, on s'attendra à ce que le pouls dise qu'il y a une faiblesse, mais c'est pas parce que le pouls dit qu'il y a une faiblesse qu'il faudra tonifier. Enfin, c'est pour ça que je me suis permis de faire une petite parenthèse sur ce cas particulier de patient. Du coup, les leucémiques, c'est pareil. Pardon ? Les leucémiques, c'est pareil, on va baisser un petit peu la production de mémoire. Bah disons, c'est pas le problème de la maladie, leucémie aussi. Ouais. En chinois, ça s'appelle Pai Xue Ping, la maladie du sang blanc, hein, les leucocytes, machin. Mais nous, on va pas rentrer sur le diagnostic à l'occidental de la maladie, on va voir quels sont les symptômes, poser un diagnostic en termes de médecine chinoise. Et puis, par contre, s'il y a déjà un traitement, mais ça, je dirais qu'après, ça rejoint le problème des... Leucémie, c'est différent. C'est comme les cancers d'une façon générale. C'est-à-dire que les gens, ils ont des traitements qui peuvent être puissants, qui faussent aussi peut-être le pouls, etc. Mais ils viennent plus vous voir pour guérir forcément de cette maladie. Ils viennent vous voir pour supporter le traitement d'attaque qu'ils ont. Vous êtes dans une autre logique. Quelque part, vous avez le confort qui consiste à traiter symptomatiquement pour aider les gens à supporter leur traitement. Là, vous faites Croix-Rouge. Donc c'est encore différent, ça. Si par contre on vous demande de prendre en charge les tumeurs, c'est vrai que ça change. C'est plus la même logique, mais là encore, bon, c'est pas l'objet d'ici, mais il faut avoir les tenants et les aboutissants de la chose, et puis il faut avoir le patient puis l'entourage. Voilà. Il faut que tout soit clair. Puis il faut avoir les produits à disposition si on fait de la pharma, sinon c'est pas la peine de se lancer dans cette aventure. J'ai vu plusieurs fois des gens qui sont très très bons dans leur domaine, pas forcément en médecine chinoise uniquement, et c'était le cas dans la vidéo dont tu parles avec le professeur Léon, des gens qui prennent le pouls extrêmement longtemps, et on a même l'impression qu'ils s'endorment à un moment donné. Pourquoi c'est aussi long? Est-ce qu'ils ont un niveau de sensibilité où ils vont très très loin ou... Alors, première affirmation A, ils s'endorment vraiment. Affirmation B, comme le pouls nécessite une concentration de l'esprit sur 3 ou 6 doigts. Donc en fait, il faut mettre son esprit dans des doigts. C'est donc une pratique de type méditative. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je disais, on ne peut pas parler en même temps. C'est comme si tu parlais en méditant, il y a un petit souci. Les 3 petits singes. Donc en fait, le temps, il y a des gens qui, pour arriver à cette concentration, ont besoin d'un temps de décantation qui fait que il met du temps, mais c'est pas forcément que le pouls est compliqué, ça peut être qu'il faut arriver à rentrer dedans et que ça prend un peu de temps. Parce que c'est une courte méditation, mais ça reste une méditation quand même. Mais attention, quand je dis méditation, c'est pas je pars dans les pensées, c'est je me branche sur ce que je ressens. Et c'est vrai que ça peut être une forme d'honnêteté de prendre le temps parce que, putain, je suis en train de penser à autre chose. Non, arrête, il faut que je me... Voilà. Ça peut être le temps de poser l'esprit. Si on n'est pas habitué à ce genre de pratique, ben, on va mettre un peu plus de temps parce que les gens qui ne méditent pas couramment, le pouls est une forme de méditation à force de pratique. Si par contre vous faites de la méditation par ailleurs, quand j'ai méditation, c'est pas la Martine, c'est méditation rien, hein, ben à ce moment-là, on va plus vite dans le pouls. Voire même, on peut continuer de le prendre pendant que le patient parle, on n'écoute plus. Mais ça dépend comment vous fonctionnez. Comme on peut méditer avec les avions qui passent, mais bon, au début c'est gênant. C'est pour ça que c'est aussi une pratique pour le praticien. Et qui est intéressante parce que, quelque part, ça zénifie votre pratique, quoi. Mais, je vous dis, ce qui est important, c'est le côté, l'honnêteté de la prise. Et de faire ça par étapes. Est-ce que je perçois les choses, qu'est-ce que je perçois, comment je le formule, puis après, qu'est-ce que j'en fais? Ça, c'est effectivement une autre question. Soit le pouls, il émet tout de suite une sorte de cohérence avec le tableau clinique, et vous dites, bon, ok, ça confirme. Soit il dit autre chose, et là, il faut se dire, tiens, pourquoi? Et à ce moment-là, on doit poser d'autres questions, vérifier des trucs, ou alors se dire, ah bah oui, il prend ça, voilà. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment dans les études, en médecine chinoise, ça peut être intéressant d'avoir aussi un temps sur ce qu'on appelle déjà le diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire dans quel cas il faut dire, attends, file aux urgences là parce que ça va se retourner sur moi et j'y suis pour rien, tu arrives au mauvais moment, soit effectivement une petite connaissance de base sur les grandes classes de médicaments et ce que ça peut faire sur les symptômes ou les pouls par exemple. Parce qu'il y a tellement de gens médicalisés, je ne vous fais pas un dessin, je veux dire, et ça fausse un certain nombre de choses. Mais
On le sait. C'est comme une correction sur une boussole. On sait que voilà, on corrige. Une dernière petite question, s'il te plaît. Bah, je t'en avec plaisir. Hein, mais... pour les patients dont on ne peut absolument pas sentir le pouls, oui. C'est uniquement parce que c'est un pouls caché ou il peut y avoir d'autres raisons? Non, alors il y a des gens, alors on va faire abstraction des gens qui ont eu des traumatismes, des fractures, des opérations, parce que ça peut être simplement Manon des sources, c'est-à-dire qu'il y a un blocage en amont et il n'y a plus d'eau dans le village. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il va mourir, ça veut dire simplement que mécaniquement c'est pas possible. Il y a Fakwandmai, c'est-à-dire le pouls qui est de l'autre côté de la barrière, chez 1% des patients. Chaque fois que vous avez un pouls que vous ne sentez pas du tout, premier réflexe, faire le tour du poignet. Encore plus rare, ça arrive des deux côtés. Il y a des gens, c'est des deux côtés que le pouls se promène sur la styloïde ou carrément de l'autre côté. Et donc on le sent. Mais comme il est sur l'os, on a moins la capacité d'apprécier notamment certains paramètres comme la profondeur, parce qu'il n'y a plus le matelas, disons, habituel de la gouttière radiale. Mais donc premier réflexe, c'est de faire le tour, parce que des fois les gens, ils ont le pouls qui tape là, quoi. Voilà, après, bah, effectivement, si on ne sent pas du tout le pouls et que le patient est en pleine forme, on ne va pas tout de suite dire qu'ils vont mourir, parce que ça serait abusé. Il faut qu'il y ait, c'est une bonne remarque, comme pour le docteur Leong avec ce cas de patient, il faut avoir déjà fait le reste de l'anamnèse pour se dire qu'est-ce que ce pouls me dit. Par rapport à ça, là je pense qu'il y a un problème. Par rapport à ça, bah, il y a une cause qui peut-être m'échappe. Par contre, il faut bien le noter sur la fiche en se disant il y a un truc qui est... Des fois, c'est les patients, c'est 2-3 séances plus tard, qui disent ah bah oui, j'avais eu ça. Ouais, mais souvent, c'est des causes mécaniques. Voilà, donc si jamais pour la partie pratique ça vous branche, bah voilà, il y a 2 ateliers. Et puis, bah, merci de votre attention et puis bon courage pour la suite. Merci.